salue tout à fait officiellement et on démarre sur, pour vous dire les choses, un thème sur lequel on est très très jaloux, nous, qui est la question des data synthétiques, une innovation de rupture, et vous êtes là, je pense que vos champs de préoccupation sont plutôt les risques professionnels, la santé, la sécurité au travail, et je dois dire que, de facto, nous, on brave un peu devant cette solution, ces solutions qu'on va s'efforcer d'adapter à l'univers du travail et à l'univers des données de santé-travail et les autres, il y a aussi les données santé-économiques. Voilà. Donc on est heureux de vous accueillir. Moi je m'appelle Anne-Marie Levert, j'ai mon cher président qui est là, qui s'appelle Jacques Bouvet. On est les deux fondateurs du Cercle d'entreprise et santé qui a été fondé en 2006, globalement déjà. Et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez trop embarmoteuse pour ça, mais juste encore le début des années 2000, les grandes préoccupations des structures, des employeurs et des entreprises étaient plutôt la question de la sécurité que les questions de santé. C'est justement là-dessus qu'on a monté ça. Et donc, sur une question qui est très très préfigurante et qui est les data de synthèse, ou synthétique, artificielle, avatar, voilà. On est très content d'accueillir le professeur Pierre-Antoine Bourreau. Alors Pierre-Antoine Bourreau, vous n'êtes pas un Parisien et je trouve ça très bien. Pardon si vous êtes Parisien, parce que je veux dire que toutes les solutions un peu sensibles, là c'est finalement pas forcément souvent à Paris qu'on les trouve, mais quelquefois beaucoup plus sur le terrain. Donc vous êtes noblement professeur des universités, alors comme il est là, je ne peux pas en dire du mal, mais il est rattaché donc, au CHU de Nantes, il est professeur au CHU de Nantes. Je dois dire pour la petite histoire, et donc il ferme ses oreilles, c'est qu'ils sont allés le capturer il y a à peu près 5 ans quand il était professeur justement d'intelligence artificielle, de data et de biologie médicale à San Francisco. Qu'il n'est pas médecin, mais que vous savez qu'en France, pour être professeur d'université d'IPUPH, il faut être agrégé de médecine. Donc, Héran, il a passé la grève de médecine, et donc on est très très fiers et très contents de l'avoir. Aussi pour vous, donc le circuit, ce que vous disiez là, on est un système de temps qui existe depuis 2006. Donc, tous les mois, on réunit nos membres sur des gamberges d'avenir de la relation de travail et d'avenir notamment des données. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, on inaugure un cycle de 4 conférences sur toujours le thème data driven et non pas enquête driven, parce qu'en France, on a un peu tendance à confondre les sondages et les vraies data. Et avec aujourd'hui ce qui est, et ce matin, la question la plus préfigurante qui est justement les data synthétiques. Cet après-midi, pour ceux qui souhaitent, on a quelque chose sur le terrain, j'allais dire justement, des data telles qu'elles sont issues en ergonomie, des systèmes de computer vision, on en parlera plus tard. Et puis 2 autres demain. Alors, pourquoi cette approche donnée synthétique que nous, depuis un certain temps, c'est-à-dire un peu plus de 4 ans, on a envie d'appliquer au domaine des risques professionnels, de la prévention des risques professionnels et de la santé de travail. Je veux dire que la quadrature du cercle, il manque cercle, mais la quadrature du cercle général, c'est qu'on a sur ces questions, alors surtout depuis pas très longtemps, mais qu'on s'occupe de prévention, on a un vieux besoin, un immense besoin d'avoir des vraies données de santé de travail. Or, sur les expositions, sur les situations, sur les conditions de travail et autres. Or, disons les choses, depuis des décennies, il y a carence. Alors, vous savez sans doute que depuis, je sais pas, 2019 par là, officiellement, toutes les entreprises doivent avoir des ERP, doivent avoir des fiches d'entreprise dans lesquelles il y a toutes les données là. Ça a mis un certain temps à sortir, mais donc il y a un très très vieux besoin. Donc, quand on veut guider et organiser les politiques de prévention, il faut les asseoir sur des données pour faire un truc qui soit, j'allais dire, autrement que pour se mouiller, ou autrement, d'une façon encore plus fiable que quand on a seulement des enquêtes. Alors, à la fois, il y a un immense besoin, et en même temps, alors, je dirais pas que l'administration française, ce serait pas gentil pour est un peu, mais c'est quand même un peu ça dans la situation de l'urgence, c'est un énorme besoin, et de l'autre côté, une immense peur de ces données. Alors, la peur, elle existe, ça veut dire pour tout un chacun, y compris
les données, je veux dire, sur les données de santé personnelles. Donc, on a ça en base, mais c'est encore plus grave, j'allais dire, dans l'univers du travail et pour les partenaires sociaux, parce que les uns, et ça fait des années que ça dure, c'est en train de bouger un peu, les uns, j'allais dire, côté syndical, ont une très grande peur que ces données personnelles, et donc si elles ne sont pas anonymes du tout, soient vraiment puisse se retourner contre le travailleur qui, par exemple, ne pourra plus être exposé à certaines situations. On a vu ça beaucoup, par exemple, dans la France, beaucoup en Belgique, par exemple, sur les maintenances nucléaires. Et puis, on a une peur qui est, j'allais dire, presque un peu plus grande du côté des employeurs, et qui est la responsabilité judiciaire qui peut remonter là-dessus. Alors voilà, donc ça, on est, j'allais dire, sur ce terrain-là depuis des années, avec une grosse trouille de pouvoir évaluer les choses. Et voilà. Et pourquoi maintenant, quand on parle des données synthétiques, j'en donne une c'est qui dit données synthétiques ou outils artificiels, sont des données qui sont générées artificiellement via algorithmes, modèles statistiques, avec une totale imitation des données réelles, et surtout le grand intérêt de préserver la confidentialité des informations sur le site. Et donc, en gros arguments, je les donne tout de suite, parce que vous voyez à quel point ça va pouvoir être utilisable en matière de données de santé de travail, c'est la confidentialité et la sécurité. Il s'agit de données sensibles en santé de travail, plus encore qu'autre chose. C'est le RACS, c'est-à-dire qu'en gros, en ce moment, on a un certain nombre de coffres-forts de données qui sont soit chez les entités elles-mêmes, soit, enfin, je veux dire, les structures employeurs, soit chez un certain nombre d'organismes publics, mais surtout, ça ne diffuse pas. De temps en temps, on a des infos sur des corps, ce sont des corps, ce ne sont pas forcément des données réelles. Et puis, la question aussi, c'est surtout l'innovation, les possibilités d'innovation et de développement. Donc voilà, en gros, le truc, on dirait que l'histoire des données, on va dire les données de santé, en gros, ça a commencé en 1928, aux États-Unis, avec une mobilisation là-dessus. Juste pour vous donner des chiffres et voir cette croissance exponentielle du côté des données de santé, qui sont encore une fois plutôt sorties de l'hôpital, des univers pharmaceutiques, c'est qu'on passe en gros de 153, ça je cite un rapport de l'Assemblée nationale, 153 exaoctets en 2013, 7 ans après, on a plus que multiplié par 100, puisque ça serait 2314 et en 2024. Donc voilà, en gros, où on en est. Et l'actualité, c'est que si vous avez suivi les choses, on a eu récemment, ça a été publié par le ministère de la Santé, mais c'est interministériel, un document qui est vraiment le document de base pour la stratégie de santé de la France sur notre patrimoine national de données de santé. Deux, trois choses que vous allez voir après, notamment l'article de Pierre-Antoine sur tout récent, l'un du monde, il y a même pas un mois, sur l'intelligence en santé, l'intelligence artificielle en santé vue depuis l'an 2044, un autre un peu plus ancien sur la clé pour protéger la vie privée. On a exactement les mêmes besoins. Et c'est comme ça que votre fille est muette. Et si vous voulez bien, Pierre-Antoine, je vous passe la parole. Couchez dans un appel, tous ces vous, voilà, c'est bien que ce soit bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ravi d'être avec vous, avec ce dynamisme que l'on connaît depuis toujours. Ravi également d'être avec ceux qui sont en ligne ou qui nous rejoindront de manière asynchrone, comme on dit. Puis, effectivement, je suis assez content, assez étonné d'être ici au sein d'Expo Protection, mais également très heureux de faire ce pas de côté pour vous partager un petit peu ce qui a émergé dans nos pratiques de données à l'intérieur d'un centre hospitalier universitaire qui effectivement produit et a l'ambition de réutiliser énormément de données. Alors. Donc on va parler données synthétiques, donc données, et puis comment en fait ces données peuvent être utilisées comme une innovation de rupture. Alors c'est un moyen, c'est pas une finalité en soi, mais c'est utilisable pour piloter les risques, pour la rigueur, la prédictivité, la confidentialité. Et donc on a plusieurs systèmes là-dedans. Et je vais vous montrer un petit peu comment
pour moi, juste deux mots, c'est que Pierre-Antoine refuse d'être présenté comme un grand innovateur, ce que pourtant il est, et donc je persiste et je signe, et on est très jaloux de ce que vous pouvez faire. C'est très gentil, bon, voilà, avec beaucoup d'interactions avec le monde public, le monde privé. Peut-être le premier élément d'actualité que je voulais vous partager. Hop, voilà, avec donc c'est qu'effectivement vous l'avez mentionné Anne-Marie, est sorti très récemment et encore sous consultation publique une stratégie nationale des données de santé. Dans son axe 4, cette stratégie nationale des données de santé a pour ambition de faciliter et de simplifier l'utilisation des données. Effectivement, il n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces données, donc cette consultation publique, elle amène un certain nombre de propositions. Et dans son point 9.3, elle fait émerger les données synthétiques. Alors, ce sujet qui était quasiment confidentiel ou un sujet un peu d'expert dans les années 2010-2020 devient aujourd'hui un enjeu absolument majeur dans l'accès aux données. Il y a beaucoup d'excellentes choses dans cette stratégie nationale. Et un mot que j'aime moins, et comme méthode, Anne-Marie m'avait proposé de reprendre un certain nombre de prises de position publiques, ou en tout cas sur certains mots. Voilà. Mais là, cette notion de patrimoine national, elle pose un petit peu problème. Je m'en étais ému dans les colonnes du Figaro. Quand on pense patrimoine, vous pensez probablement à votre compte en banque, à votre banquier, peut-être au louis d'or qu'Anne-Marie a mis dans ses chaussettes et caché sous son matelas. On parle aussi beaucoup de production de données de santé. C'est vrai que ce sont des termes qui évoquent peut-être plus une production manufacturière, le domaine industriel. Or, on peut reprendre à son compte ce terme et se dire finalement, quand on parle de production à propos d'un objet immatériel, comme le sont finalement les données de santé, mais plus généralement les données, c'est peut-être une métaphore culturelle, artistique qu'il faut avoir. Donc si on est producteur de données de santé, c'est peut-être plus au sens cinématographique ou théâtral, comme on produit un opéra. Pourquoi ça? Parce que, en fait, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de compétences différentes qui sont mobilisées pour donner de la valeur à ces données. Donc c'est un peu la même chose quand on pense à un patrimoine des données de santé au travail, et plus généralement des données d'une entreprise. Il faut peut-être mieux penser qu'on est à la tête d'un catalogue de partitions qui pourrait être réinterprété, un catalogue de films qui pourrait être rediffusé, que de penser que vous avez un riche compte. Donc, je vous interromps 30 secondes. C'est très important d'avoir cette pédagogie-là, parce que depuis longtemps, on parle de la propriété des données de santé en incitant chacun à globalement s'asseoir dessus, comme ou les entités qui globalement les ont. Or, effectivement, d'abord, donner les vivantes que si elle est utilisée, et de surcroît, il y a tout un ensemble d'acteurs qui concourent à ça. Merci de vous préciser. Et à ce titre, alors plus encore l'enseignant que je suis, effectivement, il y a des métaphores qui sont bonnes et d'autres qui induisent en fait des réflexes un peu différents. Et de même, vous n'entendrez pas dans mon langage parler de vos données de santé ou de mes données de santé, même si le français est très possessif. Je dirais plutôt des données qui vous concernent. Et finalement, elles concernent chacun des patients que nous sommes, autant qu'elles concernent le professionnel de santé qui les produit et qui révèle par là un peu l'intimité de sa pratique professionnelle. Deuxième actualité, il ne vous aura pas échappé que la santé mentale et la prévention font partie des grandes causes nationales émises par le nouveau gouvernement. J'ai repris ici une capture d'écran du site web du ministère de la Santé. Et donc le développement de la prévention, du repérage précoce par la sensibilisation, la formation dans toutes les sphères de la société fait partie effectivement de ces priorités sur santé mentale et prévention. Donc, quand on parle de prévention, il s'agit d'anticiper, influencé peut-être par l'intelligence artificielle et ses algorithmes, et on peut penser à la notion de prédiction. Et en tout cas, pour faire ça, il faut des données, de la data et des modélisations. Et donc cette question de l'accessibilité des données, elle revient immédiatement sur le devant de la scène. De formation, vous l'avez pas dit Anne-Marie, mais en fait je suis plutôt spécialiste d'immunologie et de génétique. Et c'est un domaine où en fait ça fait très longtemps que on fait face à un déluge de données. Et il se trouve qu'au mois de mai dernier, toujours dans le journal Le Monde qui nous a ouvert ses colonnes,
bien avec l'ensemble de mes collègues généticiens, on a regardé un petit peu les 20 dernières années, les 25 dernières années d'évolution de notre métier, quelles que soient nos disciplines de la génétique, que vous fassiez le conseil génétique pour un couple, que vous consultiez pour des familles, ou bien en cancérologie, ou bien plus en immunologie, en transplantation, en sclérose en plaques, comme c'est le cas pour moi, eh bien, nous sommes tous marqués par une chose. C'est finalement l'incertitude. Donc, on fait ce espèce de flashback, 20 ans en arrière, séquençage du génome humain. J'avais un poster dans ma chambre quand en 2001, avec $1 milliard, on a séquencé le premier génome humain. Et puis, 25 ans plus tard, c'est quasiment devenu une commodité, quelque chose d'extrêmement facile à produire, pour quelques centaines d'euros. Et ce qui est patent dans l'exercice de la génétique que nous faisons, chacun dans nos disciplines, c'est finalement l'incertitude. Donc je trouvais que mettre en relief cette incertitude, alors qu'on a tenu un développement absolument fulgurant des technologies, c'est probablement extrêmement salutaire, intéressant, et surtout unanime à travers ces professionnels. Et plus osé, peut-être un peu facétieux, en faisant suivre cette tribune à l'un des collègues, je lui ai dit, tu verras, dans 20 ans, on verra la même chose de l'emballement à propos de l'IA. Mais j'ai mené la blague un petit peu plus loin. J'ai pris le texte que nous avions écrit au mois de mai. J'ai littéralement remplacé le mot incertitude génétique par intelligence artificielle. Et puis, je trouvais que le texte finalement avait toujours énormément de sens. J'ai envoyé cette autopastiche à la journaliste qui vous avait accompagné. Elle a dit oui, c'est rigolo votre blague. Et puis on en a fait un deuxième article. C'est finalement le dernier paragraphe que j'ai ajouté qui est important. Le côté un petit peu boule de cristal pour se passer en 2044, j'aurais peut-être dû repousser un petit peu pour être sûr d'être à la retraite quand on pourra avoir demandé des comptes. En tout cas, la question qu'il y a derrière, c'est certainement le rapport aux technologies. Et finalement, que ce soit notre capacité d'accès à des données, notre capacité de calcul qui s'exprime dans l'intelligence artificielle, notre capacité à séquencer des génomes humains, bien finalement, la question posée par la relation à la technologie est la même. Et le pari que je prends avec vous aujourd'hui pour 2044, c'est qu'on va connaître un développement fulgurant de l'intelligence artificielle, particulièrement en santé, et pourtant, dans 20 ans, on accélère, on reconnaîtra l'importance, finalement, de l'interprétation du métier, du travail de l'expert généticien ou spécialiste de l'intelligence artificielle en santé pour interpréter, moduler, accompagner le patient et sa famille par rapport à sa prédiction. Justement, pour compléter ce que vous disiez là, c'est que on a effectivement l'impression, dans l'espèce d'emballement qu'on connaît depuis 18 mois sur le terme intelligence artificielle qui a pu marquer le sens, c'est qu'on revient finalement, alors on n'était pas là ou à peine en barboteuse, mais dans les années 60-70 avec l'intégration de l'informatique. Alors tout était informatique enrichie. Maintenant, ça ne viendrait plus à l'idée de personne d'utiliser globalement ce type de terme. Et l'intelligence artificielle qui recoupe des choses extrêmement différentes, comme le traitement sur les données synthétiques. Ce qu'on verra cet après-midi, si vous êtes là à nouveau sur la computer vision et l'utilisation pour l'ergonomie augmentée, voilà, ça ensemble des choses. Et je pense qu'on utilisera plus tellement, quand je suis d'accord avec vous, les termes qui paraîtra légèrement mignon et un peu ringard. Alors pour faire le grand écart entre la pratique que l'on a autour de la donnée dans un CHU et puis les enjeux de santé de travail, de prévention, il faut que je vous dise un petit peu quel est le sens de l'activité que j'ai développée au sein du CHU Nantes. Et donc j'ai créé un service d'un genre un peu nouveau qui s'appelle la clinique des données. Et comme son nom l'indique, eh bien la clinique des données, elle soigne non pas des patients, mais elle soigne les données qui sont générées par l'activité de soins à l'intérieur de l'établissement. Et notre rôle, l'équipe que je dirige, c'est finalement de travailler cette donnée, la mettre en qualité, comme un compositeur réinterpréterait une partition ou la réarrangerait, pour la mettre en qualité et la rendre finalement utilisable. Quelque part, lui donner une deuxième vie et développer des usages secondaires de ces données de santé. C'est-à-dire les usages qui peut-être n'avaient même pas été imaginés au moment où cette donnée a été produite et enregistrée. Le problème, c'est que les données, elles ne peuvent pas circuler librement. Ce sont des données personnelles de santé. Elles touchent à l'intimité des patients. À ce titre-là,
c'est un sous-ensemble de données sensibles. Elles rentrent dans des cadres juridiques très stricts, celui du règlement général sur la protection des données. Dans la salle à côté, mon collègue député Philippe Platon évoquait toutes les réglementations européennes qui vont encadrer les usages de l'intelligence artificielle. Dans ce qu'on appelle des entrepôts de données de santé, donc qui sont un petit peu au cœur de cette collecte des données issues de l'activité de soins à la CHU, on a une équipe qui les réutilise, mais qui est selon une gouvernance qui est notamment positionnée. On a beaucoup travaillé en bonne intelligence avec la CNIL pour se donner toutes les mesures pour que ces données soient réutilisées dans un cadre qui fournit des garanties. Elle fournit des garanties non seulement à l'ensemble des patients, plus de 3 millions pour le CHU de Nantes qui fournissent ces données. C'est également le cas pour les plus de 13 000 professionnels qui contribuent chacun à leur manière à cette activité de soins à l'intérieur de l'établissement. Et puis c'est aussi parfois la pression des institutions elles-mêmes, puisqu'à travers ces données, eh bien, nos parts de marché, si vous permettez de l'exprimer ainsi, ou la manière dont le soin est prodigué est révélée. Donc, si je peux me permettre de compléter, en matière de santé travail, c'est pire. Parce que là, globalement, il y en a à peu près pas. Il y en a un tout petit peu maintenant. Collectivement, il y a des URP. Les données médicales en santé travail, ça fait un bout de temps que théoriquement, ils devraient être officiellement reversés dans mon espace santé. Donc, il faudra attendre un certain temps pour que ça soit le cas. Mais quand même, ça bouge. Donc, effectivement, Anne-Marie, il y a probablement encore plus sensible que finalement des données de santé pour les patients qui viennent être soignés dans nos établissements. Il y a probablement des données de santé au travail qui révèlent non seulement les conditions d'exercice professionnel, mais aussi les conséquences pour la santé et les patients. Bien, pour faire circuler ces données, puisqu'elles touchent à plusieurs activités, celles des patients, des professionnels de l'établissement, bien, la solution, c'est effectivement de trouver un moyen un peu intelligent de simuler des données mathématiquement pour qu'elles soient authentiquement anonymes. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas revenir à l'individu qui leur a donné naissance et qui garde une très haute valeur informatique. Alors, c'est l'objet d'une publication que nous avons signée l'an dernier dans Nature Digital Medicine, mais dont je me suis fait l'écho dans une tribune dans le journal éponyme pour dire finalement c'est une révolution qui s'annonce et qui est absolument transformante dans notre capacité à faire circuler dedans. Alors, pour bien comprendre, le plus simple était probablement de choisir un exemple. Et pour ne pas prendre un exemple en santé, j'ai choisi un exemple finalement encore plus simple, auquel on peut chacun se projeter. C'est l'exemple de l'attribution de primes au sein, par exemple, d'une université. Vous voyez ici des noms, des prénoms, des dates de naissance, des dates d'emploi. Ce sont typiquement des données employeurs avec des catégories, etc. Des notations qui ont été attribuées à mes collègues. Je précise évidemment que ces données sont simulées pour les besoins de la présentation. Ça me permet simplement d'insister sur le fait de ce que l'on appelle des données identifiantes. C'est-à-dire, il y a des données directement identifiantes. Vous voyez, j'ai barré l'ensemble des noms, prénoms, dates de naissance. Voilà, ça, ce sont des données qui permettent directement de retourner à l'individu. Mais la partie en bleu n'est pas moins identifiante, puisque par combinaison d'informations, eh bien, on peut tout à fait réidentifier un individu. Donc, la CNIL et la réglementation n'appellent pas ça. Il ne suffit pas d'avoir enlevé des noms, prénoms, date de naissance. Eh bien, il faut démontrer qu'on n'est pas capable de remonter à l'individu qui est concerné par cette donnée. Alors, dans cette salle un peu disparate, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme avec un foulard orange et bleu. Eh bien, c'est Anne-Marie. Donc, l'information femme, foulard, orange, bleu est une information directement identifiante. On appelle ça de l'information pseudonymisée, puisque par combinaison, il est possible de singulariser un individu et de faire des déductions à son propos. Alors, comment créer des données simulées à partir de ça, des données synthétiques? Eh bien, on aurait pu faire une démonstration en direct d'un logiciel qu'on utilise, qui est commercialisé par la société Octopa. Et vous voyez, j'ai repris donc en bleu ces données pseudonymisées, ces données qui touchent à l'intimité de mes collègues. Ils seraient indignés de ce que je montre les notations dont ils ont fait l'objet. Pour autant, c'est une information intéressante à partager.
par exemple avec d'autres employeurs, pour comparer nos pratiques, pour comparer les progressions. Pour regarder par exemple l'impact d'un département, d'une activité sur ses étudiants ou une publication par exemple. Alors, par exemple, pour regarder aussi la répartition des différentes composantes qui ont été prises en compte pour attribuer la prime. On a comme tradition de demander à plusieurs évaluateurs de tout à fait regarder la cohérence des notations qui ont été attribuées par chacun des évaluateurs, etc., etc. Donc je vais prendre ces données pseudonymisées, elles ressemblent à un fichier Excel avec 4 colonnes et n lignes. Je les charge dans le logiciel et donc la méthode que l'on a développée est une méthode très originale. Elle est assez orthogonale finalement à tout ce qu'on fait en intelligence artificielle. D'abord parce qu'on va chercher à créer de la différence pour protéger l'individu. Les techniques d'intelligence artificielle sont extrêmement fortes pour créer à très grande échelle du même. Là, on va faire un petit chose d'un petit peu différent. On va chercher à créer de la différence parce que notre premier objectif, c'est de protéger la vie privée, je vais dire des patients, vous pouvez dire de vos salariés, de vos fournisseurs, des médecins, etc. Et deuxième petite innovation dans cette méthode, je ne trouverai pas dans les formules mathématiques, même si j'en suis évidemment bien tenté, en fait on va faire un modèle local. On va prendre chaque individu est unique. On pourrait prendre Anne-Marie encore qui va se prêter à l'exercice, elle est finalement une ligne dans ce jeu de données. On va utiliser les autres lignes qui lui ressemblent le plus au sens mathématique. Prenons-en 10 par exemple. Et donc on va créer un modèle privé à usage unique qui va être utilisé que pour Anne-Marie, une fois, pour faire ce qu'on appelle un avatar de Anne-Marie. C'est-à-dire une simulation qui est issue d'un modèle privé à usage unique qui a été fait à partir des 10 personnes ressemblant le plus à Anne-Marie. On ne sait même pas si Anne-Marie, l'observation d'Anne-Marie est dans ce jeu de données. Donc en faisant cette simulation, on va faire un tirage aléatoire et on va être suffisamment éloigné de Anne-Marie pour ne pas pouvoir y remonter et finalement pas, puisqu'on a fait un modèle local, peut-être pas suffisamment éloigné, donc on est perdu de l'information. Et mieux encore, puisque je sais que cet avatar a été créé pour Anne-Marie avec ce modèle privé, eh bien je vais pouvoir en rendre compte, je vais avoir des méthodes de sécurité. C'est finalement ce qu'exigent les autorités réglementaires, c'est-à-dire que l'on partage des données en conscience, en ayant notre capacité à les documenter. Vous voyez donc là, c'est une opération qui se fait en quelques secondes. Pour chaque individu représenté par un nuage de points gris sur les observations sensibles, je vais pouvoir faire un point vert, c'est sa simulation. Vous voyez que les nuages de points se recouvrent sans pour autant que vous soyez capable, même graphiquement, de relier un point vert à un point gris. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement des simulations qui sont plus proches d'Anne-Marie que la simulation que l'on a fait à partir de la ligne d'Anne-Marie. Donc on a, de ce point de vue-là, finalement, on a des métriques qui nous permettent de garantir le respect de sa ligne. Et bien ça a une conséquence absolument énorme. C'est que ces simulations mathématiques, puisque l'on peut prouver la distance que l'on a mis entre les données originales et les données réelles, eh bien, elles sortent du domaine du règne des données personnelles. Elles sortent ce ne sont plus des données personnelles, ce sont des données anonymes au sens où nous avons qualifié l'incapacité à remonter dessus. Donc, la CNIL, finalement, n'a même plus à se prononcer, en tout cas sur le caractère de rupture du respect qui est dû à la vie privée de chacun des patients. Peut-être s'interroger sur d'autres choses, y compris sur certaines formes d'usage. Mais plus encore dans notre cas, et je me targue d'avoir associé le logo de Force ouvrière et du MEDEF sur la diapositive, en fait, ce ne sont plus des données qui permettent de fliquer un salarié ou de pointer du doigt un employeur. On a géré un niveau de sensibilité de données, en particulier vis-à-vis des salariés. On aurait pu mettre l'ensemble des autres forces syndicales, patronales et salariés sur cette diapositive. En tout cas, on produit un jeu de données qui a exactement la même forme, le même nombre de colonnes, les mêmes variables, le même nombre d'observations, sans pour autant qu'on soit capable de les relier. Juste une parenthèse de 30 secondes là-dessus. Vous voyez l'intérêt, pour l'instant, putatif potentiel en matière de santé au travail, si vous avez, par exemple, une population dans un secteur donné qui est sensible à des TMS, à des cancers professionnels ou autres, à quel point on va pouvoir fonder des politiques de prévention collective et générale sur une cible bien particulière, on va dire les femmes de plus de 45 ans de tel secteur d'activité, de façon tout à fait fondée, mais encore une fois sans révéler nullement
l'identité de personnes similaires là-dessus. C'est vraiment une chose importante pendant bien longtemps. Donc voilà, les données, elles sont totalement indiscernables des données originales synthétiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Finalement, ces données synthétiques anonymes, ces avatars produits avec le logiciel de la société Octopies. Alors, je vous ai mis plusieurs métaphores, vous prendrez celle que vous voudrez. On vend désormais plus de Coca zéro que de Coca-Cola avec du sucre. Bien demain, on utilisera davantage de données synthétiques anonymes que de données personnelles de santé. Je peux même penser que les enfants, de petits-enfants seront choqués de voir à quel point, dans la santé, mais plus largement dans la mobilité, les transports, les banques, etc., on utilisait des données qui touchent à notre intimité voilà, dans tous les secteurs de la société. Il est possible que les gens se rapprochent de plus en plus. Vous avez un grand spécialiste international de ce type de données, Camille Gartner, et qui, dans leur projection, pense que globalement, d'ici 2-3 ans, on sera à 60-70% d'utilisation de données synthétiques et non plus de données réelles. Alors, vous avez compris, je préfère la métaphore cinématographique, et vous vous souvenez peut-être que dans certains feuilletons, vous avez cet avertissement. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, des faits réels ou supposés, n'est que fortuite. Eh bien, c'est exactement ce que l'on a industrialisé dans nos pratiques de gestion des données. Il n'y a aucune raison, finalement, que je fasse courir un risque de réidentification à des données de mon patient, de mon salarié, de mon fournisseur, pour créer de la valeur à partir des données. De manière un peu plus sérieuse, et je vais emprunter, je me suis inspiré pour cette diapositive de travaux d'Éric Boucher-Crèvecoeur-Lacnil et de Estelle Jacquemart chez Octopies. On a finalement des données personnelles qui sont générées par l'ensemble de nos activités, celles d'un CHU comme celles d'une entreprise. Il est légitime d'utiliser des données personnelles sensibles quand l'application qui en est faite, quand le bénéficiaire direct, c'est la personne elle-même. C'est un usage personnel de données personnelles. Pour tous les autres cas, on a des données pseudonymisées dans un cadre relativement restreint. Mais plus encore, on est capable, grâce aux technologies, de s'affranchir de ce risque pour la vie privée de certains niveaux de sensibilité. On peut penser à d'autres niveaux et d'autres secteurs d'activité. On veut sortir du champ du RGPD avec des données non personnelles. Et ce sont des données, finalement, qui sont un foyer extraordinaire de valeurs sociétales, de valeurs que l'on peut partager pour les autres. Donc la valeur, elle est vraiment avec un. Alors, pour vous dire quelques mots de comment j'utilise ces technologies dans ma propre recherche. Je suis un spécialiste plutôt de la sclérose en plaques, à la fois de la génétique et des algorithmes qui nous permettent de prendre de meilleures décisions pour les patients atteints de sclérose en plaques. Et ça, c'est un exemple de logiciel que nous développons dans mon équipe. Pour la première fois, on peut prendre les données d'un patient individuel et aller chercher dans une base de données de référence des informations qui vont nous permettre de comparer les stratégies thérapeutiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont des données qui, jusqu'à présent, n'étaient absolument pas accessibles, si ce n'est à travers les textes des publications scientifiques que peut-être votre neurologue aura lu et mémorisé. Là, en partant des spécificités d'un patient, on va aller chercher un sous-ensemble de patients, y compris dans les essais cliniques issus de l'industrie pharmaceutique, pour finalement calculer des statistiques assez simples, des probabilités d'évolution à 1 an, à 2 ans, sous la molécule A, sous la molécule B, et on peut le comparer. Le médecin peut finalement rendre visible et palpable le raisonnement qu'il faisait autrefois sur la base de sa mémoire et de son expérience. Et vous imaginez bien que pour que les entreprises de médicaments nous autorisent à avoir accès à ces données qui finalement n'ont été montrées que à la FDA et à l'Agence européenne du médicament lors de l'autorisation sur le mise du marché, il y a un des outils que l'on a utilisé. C'est exactement le même schéma que je vous ai proposé tout à l'heure à partir de mon exemple. Je prends des données d'essais cliniques de 2 sociétés qui ont joué le jeu avec nous, qui sont la société Merck et la société Biogen. Des données que par ailleurs nous récoltons à l'échelle nationale sur la sclérose en plaques. Ces données elles ressemblent un peu à des fichiers Excel. Je vais faire des simulations pour chacun des patients en étant suffisamment loin pour ne pas réidentifier les patients mais pas suffisamment loin pour te donner perte de la valeur. Et là encore, je sors ces données du RGPD,
je suis en capacité de créer de la valeur directement au bénéfice des patients. Et nous le faisons donc en leur montrant, en leur servant sur un plateau des données qui les concernent directement. Je crois que ça, c'est certainement l'avenir et rendu possible, en tout cas beaucoup plus facile, par des données synthétiques de type avatar. En guise de conclusion, bien, je voudrais vous proposer une espèce d'introspection graphique qui a été quelque part mon cheminement à propos de ces fameuses données synthétiques anonymes. Étant responsable de l'entrepôt de données du CHU de Nantes, étant responsable de plus de 200 projets qui potentiellement vont faire sortir des données de l'établissement pour des intérêts de recherche au sens le plus large possible, ma responsabilité première, c'est le respect de la confidentialité qui est due à chacun des patients. Alors, vous l'avez dit, je ne suis pas médecin, mais je fais prononcer le serment d'Hippocrate, et à chaque fois, avec beaucoup d'émotion, les étudiants disent admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés. Eh bien, au cœur de nos pratiques, y compris en version numérique, eh bien, il y a l'enjeu absolument impératif de préserver la vie privée des patients. Donc, mon point de départ, il est nécessairement cette question de la confidentialité. C'est peut-être un impératif éthique. Je respecte d'abord l'intimité de mes patients, comme dans le serment d'Hippocrate. C'est vrai aussi pour mes collègues. Ces données, elles disent quelque chose de leur activité et de la manière, des conditions dans lesquelles ils les conduisent. Une fois qu'on a réglé cette question, le deuxième, et quand on ne sait pas trop à quoi les données vont être utilisées, on va être très attaché à ce que les données, elles représentent la réalité. Ce qu'on appelle un peu pompeusement la vérisimilitude des données. C'est juste est-ce qu'elles ressemblent à des vraies données. Et ça préserve le potentiel des données pour n'importe quel usage, et ceux que je ne suis ni capable d'imaginer, encore moins de formuler. Et à l'inverse, très souvent, on sait quel est le foyer de valeur des données. Quand vous circulez sur Internet, quand vous faites sur un achat en ligne, eh bien, c'est finalement la décision d'achat qui est extrêmement importante. Eh bien, on peut augmenter les jeux de données, on peut les biaiser, on peut les rééquilibrer en homme-femme, quand on sait exactement à quoi ils vont être utilisés. Donc finalement, on est un peu tiraillé entre cette question de la confidentialité, de la représentativité, et quand on sait exactement à quoi les données vont être utilisées, y compris pour protéger les salariés, eh bien, on peut enrichir ces jeux de données pour améliorer les apprentissages qui peuvent être faits avec des algorithmes d'intelligence artificielle ou des algorithmes tout court. Et à la fin, c'est la société qui est gagnante, puisqu'on va créer de la confiance dans les données et plus de transparence. C'est pourquoi, avec la clinique des données, avec l'intervention d'aujourd'hui, je crois que la data peut être placée au centre du dialogue social et de la prévention. Et pour ça, il faut faire une utilisation de technologies comme celle que le Cercle Entreprise et Santé m'a permis de vous présenter aujourd'hui. Et sur ce, je voulais vous remercier beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Avec un micro, mais en gros, voilà, la question est là. Merci à toi. Juste pour tous, et puis pour ceux qui nous écouteront après, on aura en plus les supports, et merci à Pierre-Antoine de nous les laisser, les supports, pour mieux comprendre la chose. Alors, juste deux mots, puisqu'on est maintenant sur comment est-ce qu'on pourra, vous voyez, je parle au futur et pas au conditionnel, comment est-ce qu'on pourra utiliser, finalement extrapoler ce genre de technique et ce genre d'approche aux questions de santé-travail. Alors, moi j'aurais bien envie de vous poser une question, c'est que quand je suis rentré dans ces questions de données, de big data et d'extrapolation pour d'abord l'utilisation individuelle et qui est la santé des personnes, un autre exemple qui était celui de Stéphanie, que vous connaissez bien, et qui est celui du jumeau numérique. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Si vous êtes dans l'ingénierie, vous avez dû entendre parler du jumeau numérique, qui est une technique, par exemple, qui est énormément utilisée en ingénierie de centrales nucléaires ou autres, pour tester et construire, je vais dire virtuellement avant, des solutions qui ne soient justement pas porteuses de risques. Et la première fois que Stéphanie est intervenue, alors, vous avez présenté un truc qui était génial, pardon, parce que j'étais un peu dans la cible, et qui était comment, par exemple, traiter les patients du cancer quand on sait qu'à un moment, le traitement chimique, par exemple, de chimiothérapie, va arriver à une forme d'asymptote et ne sera plus. Et elle nous avait présenté quelque chose de complètement génial là-dessus, pour nous dire justement comment, et de façon anonymisée, mais en même temps garantie par l'hôpital, c'est un peu différent,
on pouvait extrapoler sur cet ensemble pour pouvoir, j'allais dire, de façon anticipée et en prévention, voir à quel moment le traitement ne marcherait plus et pouvoir en pré-tester j'allais dire, sur des échantillons virtuels, sur un truc virtuel, voilà. Donc ça, c'est l'utilisation individuelle, vous voyez bien qu'on a besoin des deux, l'individu et le collectif. Alors, vous voyez sur les travail. Alors, je regarde le micro, et donc je posais la question à lui, et je dis, mais bon, là c'est ça, mais si vous travaillez sur des risques professionnels, sur des maladies professionnelles, par exemple des TMS, et ben il m'a dit, Anari, petit doigt sur la couverture du pantalon, on est prêt, on a parlé de vraiment le mouvement qu'on voudrait générer avec vous et qu'on essaye nous depuis 4 ans de pousser comme des malades, c'est ayons des données fiables pour en se mettre dans le tout. Voilà. Alors là aussi, un petit peu comme sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup comme sur le séquençage en génétique il y a quelques années, il y a beaucoup d'arguments autour des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, d'abord, au sens strict, en fait, c'est un modèle mathématique d'un objet industriel, éventuellement d'un organe, éventuellement d'une maladie, beaucoup moins d'un patient. Donc il y a cette dimension où finalement le poids du modèle mathématique est énorme, il a besoin de données, c'est d'abord un modèle mathématique qui s'inspire de la réalité et qui la mime. Hein, c'est un voile pudique mis sur la complexité des phénomènes industriels ou biologiques. Donc on peut utiliser ces modèles numériques pour tirer des enseignements. Il fonctionne avec des équations. Quand ces équations sont utilisées sur un mode génératif, eh bien, finalement, on fait de la simulation. Et ce qui fait naître les simulations, c'est bien le modèle. Donc, ce que je vous ai présenté, on est un peu aux antipodes de ça, où on a affaibli le modèle mathématique pour être beaucoup plus centré sur les données, au point de proposer un modèle privé à usage unique de chaque individu. Et donc, dans les confusions qu'il y a autour des jumeaux numériques, on dit parfois que son jumeau numérique, c'est mon moi digital, c'est-à-dire que le moi qui serait inscrit dans des données. Donc ça permet juste peut-être d'insister sur effectivement l'importance de la digitalisation des données, y compris les données de santé. Elles ne sont pas toutes numérisées, même dans un hôpital et CHU moderne comme celui de Nantes. Et il y a encore des données qui ne sont pas forcément accessibles numériquement. Il ne faut pas trop culpabiliser parce qu'en matière de données santé-travail, on était encore, et je ne dirais pas qu'on est encore de temps en temps, mais au système papier-crayon dans un certain nombre de services. Il ne faut pas oublier que ça crée aussi une vulnérabilité, elle est tout à fait légitime, et c'est finalement la responsabilité de l'employeur que de protéger ces données. De même que le CHU Nantes a la responsabilité de protéger les données des patients. Donc ça s'applique tout à fait à la santé au travail. Je pense que le degré de criticité est encore plus grand, et finalement, s'il y a un retard en santé au travail, il y a aussi un retard dans le domaine de la santé, il y a peut-être un retard dans le domaine juridique, et un peu moins sur les réseaux sociaux, qui peut-être sont moins sensibles à ce qui est exposé dans ces données. Donc je pense que voilà, c'est en fait en étant peut-être un peu plus mûr dans l'usage des technologies, un peu plus conscient de ce qui est révélé, on aura des solutions. Et je trouve que il y a d'autres technologies, mais concernant la vie privée, là, on a la possibilité de s'affranchir de ce risque. Et c'est probablement un impératif éthique. Le temps qu'on s'en aperçoit, il faudra peut-être encore quelques années. Mais là, je peux parler d'une application privée individuelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plutôt le collectif, c'est-à-dire des collectifs au travail, sur des métiers, sur à la limite, justement, sur des tranches d'âge, sur des secteurs d'activité. Et là, alors, pardon de dire les choses, mais d'un certain côté, l'usage précède, qui est souvent le cas, l'usage précède la réglementation, voire la vision institutionnelle. Nous, on s'est heurté, parce que ça fait des années, en gros, depuis la première mission de l'INALIS. Vous voyez, c'est 2017. On les a tous reçus. Qui s'occupaient d'intelligence artificielle en santé, c'était la première mission de Braunschweig, ensuite d'autres, et à chaque fois c'était « Oh, santé, travail, attendez ». Et en fait, l'intérêt, c'est que sur le terrain, et particulièrement, ce qu'on verra d'ailleurs plus tard sur le terrain interentreprise, des services interentreprise, il y a des gens qui, et pas parisiens, il y a des gens qui puissent, j'ai vu des choses en absolument merveilleuses. On en verra tout à l'heure,
qui sont de la Corrèze, demain plutôt, de la Corrèze d'Ordogne ou autre, et si je peux me permettre, on va plus vous brancher là-dessus parce que je crois que, et en même ce qui compte là, c'est d'organiser des programmes de prévention, des ciblages par ce type de choses. Alors, je vais me faire engueuler, et donc, est-ce que vous auriez le mot de la fin, s'il vous plaît, Pierre-Antoine? Simplement peut-être pour vous partager à la fois ma prudence vis-à-vis de ces technologies, avec tout le recul que l'on peut prendre, mais aussi mon enthousiasme absolu dans les champs qui s'ouvrent. Ce que je vous ai montré aujourd'hui pour des données tabulaires, sous forme simple de fichiers Excel, fonctionne également pour des textuels, pour du son, pour des images, et nous permettent peut-être de grandir avec les usages de ces données qui vont être passionnants dans le siècle qui vient. Merci à vous d'avoir été là. Vraiment, c'est bien, merci de nous soutenir. Et donc, grâce à Jean-Loup qui est là, on aura, laissez-nous vos coordonnées, et sinon vous allez sur le site www.cercle.es.com, et le 13, vous aurez à la fois les replays et les supports, et on continue les combats. On a besoin de vous et de votre énergie pour...